Quand l'ONU et les entreprises privées passent un pacte, c'est le thème de notre débat avec Niels Pedersen. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous retrouver. Vous êtes délégué général du pacte mondial de l'ONU Réseau France. À vos côtés, Annabelle Guillet. Bonjour et bienvenue. Vous êtes directrice de l'innovation sociétale chez Armor Group. Présentez-nous en quelques mots ce pacte mondial des Nations Unies. Déjà, peut-être, c'est combien d'entreprises en France et dans le monde parce que Oui, c'est alors mondial. commençons effectivement par du concret. C'est 2200 entreprises de toute taille, de tout secteur d'activité sur tous les territoires en France. 24 000 dans le monde qui sont répartis au travers de 62 réseaux comme le nôtre. Ça vous montre aussi la force de cette initiative qui est en fait factuellement la première initiative en faveur du développement durable lancée par Kofi Annan en 99. Oui. L'intuition de Kofi Annan, alors secrétaire général, c'est d'embarquer le secteur privé dans les grands enjeux qui sont les nôtres, la protection évidemment des droits de l'homme, la protection de l'environnement, les normes internationales du travail et les enjeux de lutte contre la corruption, pour amener ces entreprises à travailler sur ces sujets, pour donner un visage humain à la mondialisation en 99. Et c'est comme ça qu'est née cette initiative, le Pacte mondial, ou le Global Compact en anglais, pour amener les entreprises à structurer des démarches de RSE partout dans le monde. Mais comment vous les choisissez? Parce que ce sont des très grands principes. Donc vous avez quoi? Des grilles de critères? Alors, nous, on ne choisit pas les entreprises. On choisit évidemment les principes qui sont fixes. Ce sont les 10 principes du Pacte mondial. Les entreprises s'engagent volontairement. C'est un engagement volontaire. Ce n'est pas un label, ce n'est pas une norme, ce n'est pas une signature, c'est une participation. C'est le choix d'un chef d'entreprise de s'engager auprès des Nations Unies à respecter ces 10 principes. Bien compris. On va jeter un coup d'œil à ce que représente la taille des entreprises qui ont rejoint ce pacte mondial Réseau France. 60% de PME, 28% d'entreprises de taille intermédiaire et 12% de grandes entreprises. Annabelle Guillet, Armor Group a rejoint le pacte en 2008, je crois. Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi cet engagement? Alors déjà, Armor Group, c'est une industrie qui a 100 ans. Positionnée sur la région nantaise. On est devenu mondial maintenant, mais voilà, il y a une histoire derrière tout ça. Et en 2000, avec l'arrivée d'un nouveau PDG qui est toujours actuellement en poste, Hubert de Boisredon, nous avons pris un virage sur la RSE, alors qu'à l'époque, on ne parlait même pas de RSE. C'était un mot qu'on pourrait prononcer quasiment jamais. Qui n'existait pas, d'ailleurs. On parlait plutôt de développement durable. Donc, il nous fallait quelque chose pour démontrer notre engagement, parce que dès 2008, on était engagés. Et du coup, ça s'est fait naturellement. C'était un des seuls engagements notables à ce concret. Et donc, vous avez présenté, je crois que c'était au mois de juillet, 10 initiatives, enfin des initiatives exemplaires de 10 entreprises françaises. Alors, on a voulu rendre tangible 2200 entreprises en France. Donc, il y a aussi un enjeu du narratif dans le développement durable. On n'est pas simplement dans de la réglementation. Comment on arrive à transformer les modèles d'affaires des entreprises. Et donc, on a choisi volontairement 10 projets, à la fois de grands groupes, mais aussi de PME et de taille intermédiaire sur le territoire. Effectivement, l'engagement d'Armor Group est intéressant. On rejoint à partir de 2008. Le réseau a été créé en 2003. Et la courbe d'apprentissage, ils ont aussi participé à nos instances de décision. La courbe d'apprentissage réciproque a permis à Armor de structurer sa démarche, mais d'aller beaucoup plus loin dans un projet que Annabelle Alors, je veux bien que vous nous le présentiez. Effectivement, je crois que je vais essayer de le prononcer, mais ça s'appelle l'e-iPad, c'est ça? Alors, l'e-iPad. L'e-iPad, j'étais sûr que j'allais me planter. C'est quoi? C'est une coopération territoriale autour d'un parc d'activités. On est situé au sud de Nantes, dans une ville qui s'appelle La Chevrolière. Et au sein du parc d'activités, il y a une vingtaine d'entreprises. Et on s'est réunis à 12 entreprises qui étaient volontaires pour justement porter une démarche RSE collective, voir comment on pouvait trouver des sujets qui faisaient sens autour de nos entreprises. Mais attendez, ce parc d'activités, il est particulier. Il est juste à côté d'une réserve naturelle, c'est ça? Alors, il est à côté d'une réserve Natura 2000, vous avez raison. Donc, justement, ça fait encore plus sens de respecter l'environnement, de le protéger, de faire que nos entreprises dans ce parc d'activités n'aient pas un impact négatif sur l'environnement. Et au moment où on a lancé la création de cet e-pad en 2009, on s'est d'abord dit faisons du concret en fait. Il fallait qu'il y ait des choses vraiment concrètes et qui permettent d'avancer ensemble. Donc on a fait un brainstorming tout simplement, se dire sur quel sujet on peut. Donc les premiers leviers sur lesquels vous avez agi, c'était quoi? Eh bien, on est parti sur une enquête qu'on avait fait sur le voisinage, sur
quelle était leur opinion sur le parc d'activités, et on s'est vite rendu compte que les flux de camions qui venaient sur ce parc d'activités pouvaient être problématiques. Et donc ça a été le sujet de travail en premier, ça a été de travailler sur les déchets, parce qu'on avait chacun dans nos entreprises différents prestataires de déchets qui venaient à différents moments de la journée, et en travaillant ensemble, en trouvant un prestataire qui pouvait, en passant dans une entreprise, collecter les déchets des autres, ça faisait un seul passage comparé à 12 passages, par exemple. Ouais, donc ça, c'est l'un des leviers. Il y en a eu plein d'autres. Niels Pedersen, peut-être, il y a l'exemple d'Armor Group, il y en a plein d'autres dans ces bonnes pratiques que vous avez choisi de mettre en avant, mais j'ai peut-être une question un peu plus générale. Vous y avez en partie répondu en citant Kofi Annan, mais pourquoi le secteur privé ? Parce que vous vous dites que c'est un levier qui peut être parfois plus efficace que le levier étatique ou le levier réglementaire. Pourquoi exclure le secteur privé des solutions ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le secteur privé, surtout en France, c'est la moitié du PIB. Dans certains pays, c'est même 80% du PIB. Si vous n'avez pas des entreprises qui sont engagées dans la mesure de leurs impacts négatifs, on ne peut pas y arriver. On ne peut pas tout demander à la puissance publique. On peut demander beaucoup en termes de régulation. On peut demander beaucoup aux ONG, aux associations. Mais l'entreprise a un rôle. L'exemple d'Armor est intéressant. Il décide volontairement de fédérer un collectif d'entreprises qui, spontanément, n'a pas forcément demandé quoi que ce soit. Oui, pour des problématiques. On se retrouve avec un garagiste, un traiteur. Et nous, on a des problématiques qui sont très différentes. Des problématiques réelles de voisinage qui subit des nuisances, de transport. Et donc, l'entreprise se dit, je veux réduire ces nuisances et donc je prends des engagements. Et c'est ça qui est intéressant dans le secteur privé, c'est qu'il peut s'engager volontairement, et je crois à la force de l'engagement volontaire qui va au-delà de la réglementation. La réglementation, tout le monde l'applique, et tant mieux, est censé l'appliquer. Si on va aller plus loin dans les sujets qui sont les nôtres, sur la réduction, on a parlé des déchets, mais des gaz à effet de serre, la réduction de la pauvreté, mais aussi les conditions de travail, l'entreprise, elle a des solutions. Et il faut le mettre en avant. L'enjeu pour nous, c'est la réplicabilité, c'est-à-dire c'est possible, ce qu'a fait Armor, on peut le faire ailleurs, vous pouvez le faire volontairement, ça ne coûte pas forcément plus cher, ça prend un peu de temps, c'est parfois une démarche d'humilité, parce que vous avez pris du temps, vous avez pris de la concertation, mais les résultats sont là, et il y a aussi une performance économique, parce que derrière, il y a une gestion beaucoup plus efficace des déchets pour l'ensemble des entreprises, donc c'est une réduction des coûts, et ces dépenses peuvent permettre de générer en fait des recettes ailleurs. Donc là, on est vraiment, et c'est un mot que je prends souvent dans cette émission, dans les bonnes pratiques et dans le fait de les mettre en avant et évidemment de les partager. Est-ce que ça a supposé, vous avez un petit peu évoqué ça, mais des investissements et donc peut-être des difficultés à convaincre certaines des entreprises qui étaient là de l'opportunité de faire ces investissements ? Je dirais plutôt qu'on a rebondi sur ce collectif pour innover autrement et dans chacun de nos entreprises penser les produits différemment. Et ça a été notre cas. On a investi plus de 50 millions d'euros dans le fait de répondre à un enjeu de société, typiquement les énergies, et on fabrique maintenant, en utilisant notre savoir-faire, un collecteur de courant qui a un composant des batteries électriques lithium-ion. Donc on est très fiers de ça. Donc donc vous êtes inventé une nouvelle façon de consommer l'énergie, voire de la produire, c'est ce que je comprends ? Alors non, on a réduit nos consommations d'énergie, ça c'est clair, mais on a aussi innové dans nos produits en s'appuyant sur nos savoir-faire pour fabriquer de nouveaux produits. On peut, et justement, les collecteurs de courant. Ok, collecteurs de courant. On peut peut-être citer rapidement, il nous reste un peu plus d'une minute, Niels Pedersen, une autre des initiatives que vous avez choisi de mettre en avant. C'est difficile de choisir. Alors, il y en a beaucoup. Je pense Pernod Ricard, marque vin et spiritueux sur la production de café, mais je pense aussi à ENAF. Tout le monde connaît les pâtés ENAF PME qui a voulu transformer sa filière de production de poivre à Sao Tomé. Je pense à Damartex aussi, qui produit des vêtements pour les personnes âgées aussi, dans ces rapports humains, comment on travaille sur les rapports humains avec les personnes âgées. Donc on voit qu'il y a l'innovation sociale, il y a l'innovation technologique, environnementale, et que c'est possible. En fait, on a voulu dire c'est possible, on peut le faire. Il y a des investissements conséquents, mais qui génèrent des impacts positifs aussi pour l'entreprise et pour la société, puisque la réserve Natura 2000 est toujours là et les impacts positifs sont positifs. Et surtout, ce que tu n'as pas dit, c'est que vous avez généré des coopérations avec à la fois les collectivités locales, mais aussi les associations. La LPO, la Ligue de protection des oiseaux, a été très impliquée. Les collectivités ont aussi financé des dispositifs d'accompagnement pour l'ensemble du parc d'activités, des financements de pistes cyclables. Et en fait, on voit ce cercle vertueux, c'est qu'à partir du moment où on prend le temps de se poser et de
définir les constats, on peut apporter des solutions qui sont partagées et qui donc fonctionnent pour le plus grand nombre. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter ce pacte mondial ONU Réseau France. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.